Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. N'hésitez pas, ceux qui arrivent, à venir nous rejoindre donc, pour cette plénière qui est organisée par FEDEREC, ici dans le cadre du World Efficiency, avec cette question à laquelle on va tenter de répondre, évidemment, ce matin. La gestion des matières premières issues du recyclage, un levier de lutte contre le changement climatique. Alors évidemment, derrière cette question, il y a tous les enjeux d'économie circulaire dont on parle de plus en plus. Un institut de l'économie circulaire a vu le jour, des entreprises ont entamé des démarches, mais on sait bien que le contexte économique est délicat avec la baisse du coût des matières premières. Et pourtant, cette économie circulaire représente un atout dans la lutte contre le dérèglement climatique. On va en parler ce matin avec Delphine Batho. Bonjour Madame la Ministre. Alors, ravi de vous avoir avec nous. Donc députée des Deux-Sèvres, membre du comité de la Commission des affaires économiques. Vous êtes également membre du groupe d'études économie verte et économie circulaire. Autant dire que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Jean-Philippe Carpentier, bonjour. Vous êtes donc le président de FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage, donc à l'origine de cette table ronde. Évidemment, vous allez nous parler, c'est ce que je disais, des enjeux, parce qu'on va voir que cette économie circulaire, ce recyclage a bien des atouts, notamment en termes de réduction des émissions de CO2, mais que ce n'est pas toujours facile à mettre en avant. C'est pourquoi vous avez fait appel à un bureau d'études, RDC Environnement, et Alexis Gérard est avec nous. Bonjour, vous êtes donc le directeur commercial de ce bureau d'études. Vous êtes en train de mener une étude pour mesurer, voir le bénéfice environnemental que représente l'économie circulaire, et vous allez nous en parler. Jean-Charles Caudron également avec nous. Bonjour, vous êtes chef du service produits et efficacité à l'ADEME, direction économie circulaire et déchets. Vous financez, vous accompagnez notamment ce bureau d'études. Vous avez mené aussi d'autres études sur ces sujets-là et vous allez pouvoir nous éclairer. Et enfin avec nous, Romain Ferrari. Bonjour, le président de la Fondation 2019 qui crée des outils, des processus qui permettent d'orienter l'économie vers une meilleure gestion de la planète. Donc avec vous, on va aborder l'angle économique de toute cette question. Alors en introduction, je vais me tourner vers vous, Delphine Batho. Alors on le sait, il y a eu cette loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, avec une avancée quand même en matière d'économie circulaire qui s'est quand même retrouvée inscrite dans le code d'environnement, dans le code de la consommation, dans le code de l'énergie. Donc on sent que les choses bougent. On en parle de plus en plus de cette économie circulaire et pourtant on se dit que là, il va falloir passer une vitesse supérieure. Oui, parce qu'il faut faire attention à ne pas être dans une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, depuis quelques années, de façon relativement récente, la notion d'économie circulaire est beaucoup plus présente dans le débat public. Et c'est une idée qui avance, qui fait son chemin. La France commence de rattraper son retard par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus engagés dans les politiques publiques d'économie circulaire, qui ne concernent pas que le recyclage des déchets, c'est très important, c'est aussi l'éco-conception. Donc il y a d'un côté ces avancées et d'un autre côté, il y a une baisse des prix du pétrole, une baisse des prix des matières premières qui vient fracasser l'idée que peut-être un certain nombre de personnes ou de responsables pouvaient avoir, que mécaniquement, le renchérissement des coûts du pétrole, le renchérissement des coûts des matières premières allait spontanément favoriser l'émergence d'une économie bas carbone, d'une économie circulaire, beaucoup plus sobre en matière de consommation des ressources. Et c'est évidemment pas du tout ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut sortir de cette schizophrénie. Et pour sortir de cette schizophrénie, il faut des politiques publiques très, très fortes, parce que ce n'est pas, comme on dit, la main invisible du marché qui va spontanément organiser l'économie circulaire. Et on est dans un moment qui est très particulier, parce que la France va accueillir la conférence mondiale sur le climat dans quelques semaines à Paris, et qu'en même temps, cette situation économique de baisse des prix du pétrole est, à mes yeux, l'existence de cette conférence mondiale sur le climat et cette baisse du coût du pétrole est, à mes yeux, une occasion historique de mettre en place les instruments qui permettent d'orienter l'économie
vers la sobriété énergétique et vers la sobriété en matière de consommation des ressources. Donc on est vraiment dans ce moment particulier où il faut prendre un certain nombre de décisions fortes. Et surtout, voir à long terme. Finalement, c'est la question qu'on porte d'ACDRS. Parce que oui, là, parce si que l'enjeu, c'est d'abord de faire du bien à la planète. Pour moi, derrière la notion d'économie circulaire, il y a celui d'empreinte écologique positive. C'est-à-dire d'avoir une approche où on n'est plus seulement dans l'idée de comment on pollue moins ou comment on pollue moins vite, mais de faire bien, voilà, de réparer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, oui, il faut des outils, j'allais dire, de court terme et de long terme pour rendre aussi notre économie plus résiliente aux chocs futurs, quand le coût des matières premières et du pétrole va repartir à la hausse, parce que ça se produira indéniablement. Alors on va en parler de ces outils, mais je vais me tourner maintenant vers Jean-Philippe Carpentier, président de FEDEREC. Vous représentez un de ces acteurs justement de ces enjeux d'économie circulaire. On a compris évidemment que c'était plus global que le recyclage, mais vous êtes au cœur de tout ça. Alors c'est finalement la question soulevée Delphine Batho. Il y a un vrai enjeu derrière tout ça, et pourtant la situation elle est quand même délicate. On ne peut pas dire le contraire. Elle est délicate, est un doux euphémisme, elle est dramatique et elle pourrait devenir catastrophique. On a effectivement aujourd'hui, par le biais de la baisse du prix du pétrole, la baisse du minerai de fer, donc des matières premières qui viennent dans les produits manufacturés, on a une telle baisse qu'aujourd'hui, les coûts des matières vierges sont nettement inférieurs au prix des matières recyclées. Ce qui fait que mécaniquement, économiquement, l'économie linéaire reprend le pas sur l'économie circulaire, malgré tous les messages. Et donc, il faut absolument qu'on réagisse. Donc, je note bien cette volonté à moyen terme de mettre en place une politique. Je note bien le fait qu'un jour ou l'autre, nécessairement, ça repartira à la hausse. Mais il y a un vrai souci court terme. Et je voudrais insister sur ce souci court terme parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 28 000 emplois en France liés au recyclage. Et on a aujourd'hui un risque de casse sociale et donc de casse d'entreprise qui est très important parce que les trésoreries sont exsangues, parce que ça fait depuis à peu près 2008 où on est dans une situation assez difficile. Depuis 2014, juin 2014, l'effondrement du prix du pétrole pour des raisons géopolitiques qui nous échappent, c'est là. Et tout se passe comme si on a l'impression que les réserves étaient devenues à nouveau inépuisables, ce qui n'est pas vrai. On sait tous ce qu'on puise. Voilà. Et donc on a du mal à placer nos produits issus du recyclage en concurrence de ces matières premières parce qu'on a un véritable dumping de ces matières premières. Et c'est vrai que je partage l'avis de Delphine Batho, il faut que le politique donne une vraie vision long terme et que dans le même temps il accompagne la politique court terme. Cette vision long terme elle peut passer par différentes choses et on va les évoquer, Romain Ferrari aura l'occasion de revenir là-dessus, mais le niveau d'aujourd'hui de taxation du carbone, par exemple, en France, pose question. Le niveau de taxation du charbon pourrait poser question. Comment finance-t-on la transition énergétique? Est-ce que on le finance uniquement par l'électricité issue du nucléaire? Voilà, il y a différentes questions comme ça qui peuvent se poser et qui pourraient amener à flécher un peu plus cette orientation vers une préservation de nos ressources. D'ailleurs, l'idée monte, on en parle pour cette fin d'année, de fixer, on va dire, le prix juste du carbone, avec la difficulté de savoir si on fixe un seul prix, plusieurs prix, en fonction évidemment des pays, des situations. Enfin, la question se pose. Et c'est un enjeu très important. Alors nous, à notre niveau, on s'est dit qu'on devait aussi agir et on a une pépite dans les mains qui sont ces matières recyclées. Et ces matières recyclées sont des moyens d'éviter d'émissions de CO2 et d'économiser de l'énergie. Alors il y a une étude qui avait été faite en 2008 par le BIR, qui est le Bureau international du recyclage, qui montrait déjà sur certaines matières les gains réalisés. Et par exemple, si je prends cette étude de 2008, avec la production de ferraille réalisée en 2014, c'est à peu près 12 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées en termes d'émissions. C'est à peu près 2,5% des émissions de CO2 nationales françaises, ce qui n'est pas rien. Si on prend le recyclage des D3E depuis 2006, c'est 13 millions de tonnes de CO2 évitées. Donc on voit bien que utiliser la matière recyclée, c'est non seulement préserver les ressources, c'est-à-dire qu'on consomme moins sur notre ressource. Je vous rappelle qu'en général, ça se passe au mois d'août. Au mois d'août, on est en bilan négatif sur nos prélèvements sur notre terre par rapport à ce que notre terre peut générer. Et plus le temps passe, plus Et puis on se rapproche. Voilà, et un jour, quand on sera au 1er janvier, on va se poser d'autres questions. Bon, donc on préserve des ressources, mais en plus, on a des gains sur les émissions de CO2 et les économies d'énergie. Et toute la question, c'est de dire comment ces externalités, c'est-à-dire ce qui
qu'on émet sur l'environnement, ce qu'on ne prélève pas sur nos ressources, comment ces externalités, on peut l'intégrer dans un prix matière. Comment ne pas arriver à un simple prix économique, mais arriver à un vrai prix matière qui tient compte de notre environnement. De ces externalités. Donc c'est pour ça que vous avez décidé, vous dire, inspiré donc, par cette étude de 2008 du BIR, de faire mener aussi une étude sur cet impact environnemental pour mieux mesurer la réduction des émissions de CO2. Oui, en allant un peu plus loin, parce que l'étude du BIR avait ses limites à l'époque, en allant un peu plus loin, à travers de deux aspects, on est plus sur une analyse de cycle de vie. Donc on a sur cet aspect-là une étude qui sera beaucoup plus poussée sur tous les matériaux qui composent les matières recyclées, et avec l'aide de l'ADEME, qui est ici représenté par M. Gaudron, mais qui vient nous aider et qui nous a demandé, à juste titre, que cette étude ne soit pas une étude spot, à un moment donné où on dit, voilà, on fait un état des lieux et on s'arrête, mais que cette étude soit en permanence remise à jour pour qu'on puisse en permanence avoir cette bibliothèque de matériaux et cette façon d'appréhender la différence entre l'usage de matières premières vierges et l'usage de matières premières issues du recyclage. Et donc c'est le cabinet RDC qui a mené cette étude pour le compte de notre fédération avec l'aide de l'ADEME. Alors justement, on va passer la parole à Alexis Gérard. C'est une étude qui est en cours. Là, donc pour le moment, vous ne pouvez pas encore nous livrer véritablement des chiffres, il faut bien le dire, mais à nous faire comprendre la méthode, ce que vous êtes en train de faire. Oui, malheureusement, nous n'avons pas encore de chiffres. C'est une étude qui est en cours de réalisation. Aujourd'hui, la force de cette étude, c'est de consulter l'ensemble des parties prenantes et notamment les travaux de l'ADEME ou des filières de responsabilité élargie, les REP, parce que c'est quand même pas une nouvelle thématique que d'analyser les bénéfices et impacts du recyclage. Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif et l'ambition, c'est de synthétiser toutes ces informations, les rendre stables scientifiquement via la méthode de l'analyse de cycle de vie, avec une approche de multi-indicateurs et pas uniquement l'effet de serre, mais la consommation des ressources et demain l'eutrophisation des eaux et toutes sortes de pollutions dont on entend parler. Et de stabiliser ce calcul, cette évaluation dans le temps, afin que à la fois l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la fédération FEDEREC, ses membres, les clients de ses membres, donc les consommateurs de matières premières recyclées, aient des évaluations fortes, robustes, justes sur ces externalités environnementales aujourd'hui grâce à cette étude et sa mise à jour fréquente. D'accord, donc vous allez passer en revue les différentes matières pour bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. En pratique, on regarde chaque filière et chaque matériau qui va être mis sur le marché de matières premières recyclées. Donc par filière, on entend la filière des véhicules hors d'usage, des D3E, déchets électriques électroniques. Et on va décomposer tous ces systèmes de gestion de la fin de vie et du recyclage de ces produits pour les évaluer finement. Ça pour l'ensemble des matériaux, papier, carton, ferraille, métaux non ferreux, verre, etc., etc. Et on va avoir une évaluation précise et nettement découpée de chacun de ces étapes industrielles. Alors avec donc l'analyse du cycle de vie, la difficulté aussi quand même que ça représente, parce que c'est quand même un cumul de données depuis l'amont jusqu'à l'aval. Enfin, on dit souvent que c'est vrai que c'est complexe aussi cette étude-là. C'est quelque chose de complexe parce qu'il y a beaucoup d'informations, de données à maîtriser, à cumuler, à calculer. C'est complexe aussi parce qu'il y a un nombre d'acteurs intéressés par ces informations environnementales ou qui maîtrisent les données dont on a besoin, qui sont assez grandes, depuis les matériaux qu'on va éviter, donc là où on a un peu moins d'accès, c'est-à-dire qu'on va être dépendant quand même des informations qu'on a à disposition sur les matières vierges qu'on va éviter, mais aussi les industriels du recyclage, les collecteurs de ces déchets, etc. etc. Donc oui, il y a un vrai panel de gens à interviewer, de données à collecter, à compiler, à calculer. Alors vous pensez justement à quel horizon on pourrait commencer à nous livrer quelques chiffres sur ces données-là? On s'est établi des horizons temporels qui seront pour le début de l'année 2016, fin de l'année 2015. Des précisions. Alors justement, Jean-Charles Caudron, vous allez rebondir, vous qui êtes à l'ADEME, qui finançait cette étude, qui suivait, sur ce que ça représente en particulier pour vous, ce qu'est en train de mener ce bureau d'études RDC Environnement. Juste peut-être en introduction, on parle beaucoup d'économie circulaire et je voudrais appuyer ce que disait Madame la Ministre, c'est que ce n'est pas que le recyclage. Alors on va parler beaucoup recyclage aujourd'hui, mais je pense qu'il faut ne pas se tromper sur l'usage de la matière, il y a plein d'autres choses. Bien sûr, on l'avait précisé voilà. En disant qu'on est ici aussi avec FEDEREC, c'est un angle particulier qu'on aborde. Exactement. Mais voilà, on reprécise ça. Ça fait des années effectivement qu'on se pose ce genre de questions, d'indicateurs. On avait commencé régulièrement, on publie ce qui s'appelle le bilan national du recyclage et on essayait d'intégrer un certain nombre d'indicateurs. Et donc,
la consolidation de ces données, effectivement, c'était un travail très important. Et on est très content, en fait, de ne plus être seul pour mener ce travail-là et qu'effectivement, les industriels soient avec nous parce que finalement, c'est eux qui connaissent le procédé, c'est eux qui connaissent les étapes, c'est eux qui connaissent les données. Et on avait vraiment besoin de ça. Ça s'inscrit aussi dans une politique long terme. On a évoqué les REP, on a évoqué un certain nombre de choses. Ça fait longtemps qu'on travaille petit à petit à consolider le recyclage. On a d'abord travaillé sur la communication, de la sensibilisation sur les intérêts. On se rend compte qu'effectivement, malheureusement, l'outil juste réglementaire ou juste l'outil de conviction ne suffit plus aujourd'hui, ne serait-ce que parce que quand il y a des à-coups macroéconomiques sur les marchés mondiaux, on n'a pas cette réactivité, cette souplesse. Il faut trouver des outils, alors on en discutera peut-être après sur la réparation, ou le maintien de ce vivier de petites entreprises sur le territoire. Je pense qu'il y a un message important à passer aussi, c'est la territorialité. Parce que dans tous les outils qu'on va évoquer, des impacts, il y a aussi l'impact sur le territoire et l'impact des transports, l'impact d'aller rechercher au loin. Et il ne faudrait surtout pas perdre de vue qu'effectivement, l'industrie du recyclage, il ne faut pas que ça soit non plus que l'industrie qui soit faite dans d'autres pays. On a vraiment besoin de ces données-là. Alors ça va prendre du temps. Je pense que c'est qu'une première étape, la prochaine échéance, de voir un peu où est-ce qu'on peut aller. Il faut qu'on travaille tous ensemble, qu'on construise. Et moi, je suis ravi qu'on soit dans ce genre d'assemblée parce qu'effectivement, ça montre qu'il y a une prise de connaissance de l'ensemble des acteurs qui sont les acteurs politiques, les acteurs techniques, les bureaux d'études. On va parler d'acteurs économiques de façon à ce qu'on partage déjà à la base tous le même constat, les mêmes bases, les mêmes méthodes de calcul, parce qu'après, que ça soit le marché, que ça soit le politique, que ça soit le technique, on arrivera à se mettre d'accord si on est déjà à partager les mêmes hypothèses, les mêmes données, les mêmes bases de calcul. Donc, c'est pour ça que ce travail, il est très important pour nous, qu'on est en partenariat, et pas que financier, mais aussi technique, oui, dans le suivi de ces données, pour qu'effectivement, avec l'ensemble des acteurs, on construise brique par brique les éléments. Alors peut-être que dans un premier temps, même si on est sur un processus d'analyse de cycle de vie, on n'ira pas aussi loin que les spécialistes souhaiteraient dans la première étape, mais je pense qu'il faut qu'on soit réaliste, qu'on partage bien les hypothèses et qu'on sorte des chiffres sur lesquels on pourra débattre et qu'on pourra voir là où il y a les vrais leviers d'action, là où il y a les vrais enjeux, pour commencer à construire quelque chose là-dessus. Et puis, avec les retours d'expérience, au fur et à mesure, affiner l'ensemble de ces données pour avoir des outils de plus en plus performants. À l'ADEME, vous aviez déjà mené des études, commencé à vous orienter vers cet aspect réduction des émissions de CO2 par rapport à la question du recyclage? Alors, ça fait effectivement des années qu'on essaye de mesurer. Et alors, en allant même rechercher au-delà du CO2, parce qu'il n'y a pas que les impacts CO2, il y a les impacts sur les consommations d'eau, il y a les impacts sur la pollution atmosphérique, il y a énormément d'impacts. Donc ça fait longtemps qu'on essaye de travailler sur ces données, mais on est dans un monde aussi qui est changeant, et comme je le disais, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc là, la grande nouveauté pour nous, c'est qu'effectivement, on va avoir aussi un vrai retour d'expérience d'utilisateurs de terrain, d'industriels qui vont nous faire remonter leurs données, parce que en gros, jusqu'à maintenant, on a des bases de données. Donc, modéliser une aciérie, c'est bien, sauf que celle qui aura fait une innovation particulière dans ce domaine, elle n'est pas récompensée par rapport à un modèle global qui existe dans les bases. Et là, le fait de pouvoir travailler au plus près du terrain et de pouvoir aller chercher la spécificité de telle ou telle installation qui sera justement, elle, un peu meilleure pour la mettre en avant, ça nous semble effectivement le grand pas en avant qu'on va faire au travers de ce travail. Alors, je voulais vous faire réagir justement Jean-Philippe Carpentier parce que Jean-Charles Caudron l'a évoqué, il y a aussi d'autres aspects aussi dans cette question du recyclage. Pourquoi faire ce choix de s'orienter spécifiquement sur les émissions de CO2, de mettre en avant, on peut se dire oui, ça peut sembler réducteur peut-être pour certains. Pourquoi ce choix? Alors d'abord, il fallait faire un choix parce qu'on ne pouvait pas être partout. Et faire un choix, c'est éliminer d'autres par nature. Et je pense que le CO2 était l'impact en tout cas le plus visible et le plus pertinent en tout cas dans un premier temps sur ces matières. Et vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées d'établir en fin d'année leur bilan carbone. Donc ça aussi,
les collectivités de plus de je ne sais plus combien d'habitants, c'est 20 000 ou 30 000 habitants maintenant, sont obligées d'établir aussi leur plan climat, donc pour intégrer ces contraintes carbone. Donc on sait que cette notion de carbone est aujourd'hui très, très présente. Et c'est le premier pas vers autre chose. Mais il faut faire un premier pas. Et je Présente, pense que... mais encore difficile à cerner pour beaucoup. Il faut Absolument. bien le dire. Hein, quand Absolument, même. oui, tout à fait. Et d'où l'étude, et d'où la difficulté, en tout cas le temps nécessaire à cette étude, parce qu'on ne peut pas simplement sortir un bilan carbone très rapide à partir de bases de données ou d'évaluations. On part vraiment sur du concret, sur des réalisations qui nous permettent de valider les différents modèles que l'on a de carbone. Mais l'étude que l'on fait, pour nous, c'est le premier étage de la fusée. Ensuite, on va mettre un deuxième étage qui sera un logiciel informatique qui sera accouplé à cette base de données et qui permettra à nos adhérents de communiquer et d'informer le client final sur l'économie carbone qu'il réalise grâce à l'utilisation de ces matières recyclées. Donc, tous les clients futurs de nos adhérents FEDEREC auront régulièrement, à chaque vente, l'économie de CO2, l'économie d'énergie réalisée grâce à cet achat de matières premières issues du recyclage par rapport à une matière première issue des ressources vierges. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et le troisième étage, on l'a dit tout à l'heure, il y a la vision moyen terme et long terme, mais il y a ce court terme. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une difficulté majeure dans l'industrie du recyclage, que ce soit le plastique, la ferraille, etc. Et moi, ma grande crainte, en tant que président de la fédération, c'est de voir disparaître les PME, donc le réseau des territoires. Et quand ça se réveillera, quand le pétrole augmentera à nouveau, on va se retourner. Une nouvelle fois, en France, on dira, bah, tiens, il n'y a plus de PME, il n'y a plus d'industrie. On va peut-être faire un plan de relance. Et moi, plutôt que faire un plan de relance, je préfère avoir un plan de soutien, de manière à ne pas avoir relancé quoi que ce soit, mais de soutenir ces entreprises, cette industrie, maintenant. Et je parle d'industrie parce que c'est... Voilà, on prend des déchets et on en fait une nouvelle matière première qui permet d'être utilisée dans l'industrie manufacturière comme si c'était la matière vierge. Et donc le troisième étage de la fusée, c'est de faire en sorte d'avoir, alors je ne sais pas si on peut l'appeler prime carbone ou si on va l'appeler, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais d'avoir un système d'aide dans un tunnel plutôt flottante qui n'a pas besoin d'être là quand on a une inflation forte sur le pétrole ou sur les matières premières, mais qui a besoin d'être là quand on a un vrai dumping de ces matières premières. Vous savez, minerai de fer, c'est 3 mines au monde. Là, il y a 3 mines au monde qui font le prix du minerai de fer. Voilà, et qui ont décidé, il y a 1 an, de casser les petites mines. Et donc, boum, le prix en bas, aucune réalité économique. Juste, on détruit les concurrents et après, on ira mieux demain. Et nous, on s'affronte à ça, à 3 majeurs, 2 en Australie, 1 au Brésil, qui disent bah, le prix, ce sera tant. Et donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une vision politique pour dire mais non, la vision, c'est pas revenir au minerai de fer, c'est de continuer d'avoir de la ferraille, d'avoir des aciéries électriques en France, ce qui a été très bien fait Casco-Métal d'ailleurs, pour qu'on puisse durablement avoir une industrie du recyclage qui soit présente, qui apporte nos ressources, qui réindustrialise la France et qui permette d'avoir un nouvel essor en France. Voilà, donc si on ne fait pas ça, on va de nouveau se tarir de ressources et effectivement nos déchets vont partir soit pas très loin Turquie, voilà, soit plus loin Chine et Inde. Et on dira mais voilà, qu'est-ce qu'on a loupé et moi je dis c'est maintenant qu'il faut faire, sinon on va louper quelque chose. Alors Delphine Batho, comment vous réagissez à tout ce qu'on vient de dire, à la fois sur cet angle, réduction des émissions de CO2, ce choix qui est fait, et puis finalement cet appel de Jean-Philippe Carpentier en disant il va falloir aider face au dumping et à cette question-là. Alors d'abord sur l'importance du CO2. Il faut mettre les pieds dans le plat par rapport à un gros problème, c'est que on aborde dans les négociations internationales, comme par rapport au calcul sur les émissions de CO2 de la France, on parle des émissions réalisées. Et elles ont baissé de 7% depuis 2000. Donc on peut se dire on est satisfait. En réalité, si on regarde l'empreinte carbone réelle de ce qui est consommé en France, depuis 2000, ça a augmenté de 15%. Autrement dit, en délocalisant notre production industrielle, en perdant de l'industrie, on a délocalisé notre pollution, mais l'empreinte carbone de ce que consomment les Français a augmenté
au cours des 15 dernières années. Vous voulez donc dire, on nous Et aurait menti, c'est un quand point même. important parce que toutes les négociations internationales sur le climat sont basées sur les émissions réalisées et non pas sur les émissions consommées. Et Je pense que Romain Ferrari à côté va être oui, ravi de ce que vous je êtes pense en qu'il va train de dire. compléter, mais l'Europe se présente comme un bon élève dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que la réalité est beaucoup plus compliquée, puisque si on regarde l'empreinte carbone de la consommation, elle a augmenté. Donc ça, c'est un point qui est crucial. Ensuite, je voudrais quand même insister sur la nécessité de décisions immédiates. Parce qu'on peut toujours dire c'est très compliqué. Moi, j'avais fait faire une étude lorsque j'étais aux responsabilités sur toutes les problématiques de l'affichage environnemental. Et donc, on m'a fait la démonstration que c'était très compliqué, qu'il y avait une multitude de paramètres à prendre en considération, etc. Rassurez-moi, on l'a jamais vu apparaître, cet affichage environnemental. D'accord, mais Oui. si on continue comme ça veut dire que dans 10 ans, on y est encore. Bon. Donc, il faut prendre un certain nombre de décisions assez simples. Bon. Au niveau européen, il faut un prix plancher du carbone. Le prix de la tonne de CO2 aujourd'hui, c'est juste pas possible. Bon. Ça renvoie aussi à la nécessité d'une taxe carbone. Il faut un affichage, non pas environnemental complet, qui serait évidemment l'idéal, mais il faut déjà que le consommateur sache, quand il achète quelque chose, qui est fait à partir de matières premières de recyclage. Le consommateur qui va dans les rayons des produits alimentaires sait ce que c'est qu'un produit d'agriculture biologique. Il y a un logo qui est simple, qui est clair. Il faut un logo simple et clair pour les produits qui sont faits à partir de matières premières de recyclage. Parce qu'on voit qu'il y a structurellement une évolution de la volonté des consommateurs de se tourner vers de l'achat responsable. Et donc, ça, c'est quelque chose de simple à faire. Et la troisième chose, qui est peut-être encore la plus simple, parce qu'il y a plein d'instruments qu'il faudrait créer, c'est d'utiliser le levier normatif et réglementaire. On a par la loi, par exemple, là, donné une date butoir à partir de laquelle les sacs en plastique seront interdits. On peut fixer une date butoir relativement à brève échéance, à partir de laquelle, sur un certain nombre de produits où on sait qu'on maîtrise les technologies, la bouteille d'eau. Oui. Voilà. Parfois, il est affiché qu'elle est en partie issue du recyclage. Non, pas du tout, justement. Parfois. Justement, non. Dans certains cas. On peut En fixer publicité. une date à partir de laquelle, à brève échéance, il est interdit de vendre en France des bouteilles d'eau qui ne sont pas composées en partie de matières premières de recyclage. Vu ce que ça représente, les bouteilles d'eau, dans les déchets plastiques, je ne fais pas le long développement sur l'existence de nouveaux continents au milieu des océans qui sont des continents de plastique. C'est une décision assez simple. Ce n'est pas une mesure fiscale compliquée, c'est une décision normative. Et il y a toute une série de produits comme la bouteille d'eau sur lesquels on peut obliger par la loi, par le règlement, à ce qu'il y ait une part obligatoire de matières premières de recyclage. Alors j'allais vous dire, mais en bout de chaîne, vous parlez du consommateur. Est-ce que le consommateur sera vraiment sensible à cette question-là? De dire, j'achète un produit, il est en partie recyclé? Oui, oui. Oui, je pense. Je pense. Évidemment, si le prix reste au rendez-vous. Hein. Ah bah c'est sûr qu'il ne faut pas que le prix soit supérieur donc au ça prix, c'est bien renvoie, la question, ouais. ça renvoie à la question qu'on a abordée sur les écarts qu'il y a aujourd'hui et donc la question du prix du carbone et du prix de l'ensemble des externalités d'ailleurs. Parce qu'en gros, le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué, c'est toute la problématique. Mais même avec un écart comment dire, relatif, je pense que oui, il y a une partie des consommateurs aujourd'hui qui sont mobilisés, qui sont sensibles à ces enjeux et qui feraient ce type de choix. Alors Romain Ferrari, président de la Fondation 2019, vous avez plein de choses sur lesquelles rebondir, Oui, non, là, les externalités. on va essayer de faire on va peut-être faire un grand zoom. Je vais juste demander à la régie si Je on vous peut allez avoir faire ça en quelques slides. quelques slides très rapides. En fait, on va refaire un grand zoom arrière pour voir un peu les illustrations. Je pense qu'on les aura sur l'écran là. Non. Oui, pour bien reprendre le contexte quand même de la conférence, hein, qui est l'impact climatique. En France, on émet 500 millions de tonnes par an, équivalent carbone. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a dans les chiffres. C'est ce qui est dans la base des négociations. En fait, il en manque la moitié. C'est quand même pas n'importe quoi. Il en manque 250 millions si on veut calculer l'empreinte globale.
Et la différence, très clairement, elle est due à quoi? Elle est due à l'importation principalement des matières ou des articles, mais surtout des matières qu'on produit de moins en moins sur notre continent. Alors c'est un cas très typique des pays développés. Par exemple, la Suède, c'est plus que ça, c'est 90% ces émissions indirectes par rapport aux émissions directes. Donc c'est encore un niveau beaucoup plus important. Donc Alors, je en le répète, France, on nous aurait menti. alors on nous aurait menti, sauf qu'on l'a bien le chiffre, hein, parce que les services statistiques français qui sont capables de très bien le calculer, hein, et donc en fait on ne veut pas le voir. Mais quand on discute avec Christian de Pertuis, il me dit ton truc c'est sympa, mais ça nous oblige à tout réécrire. Alors déjà qu'on n'y arrive pas, si en plus il faut tout réécrire. Bon. Donc on est un peu quand même aujourd'hui dans une situation. Et les pays émergents, évidemment, nous le reprochent parce qu'ils disent vous êtes bien gentils, hein, quelque part dans vos engagements de réduction, mais en fait, vous les avez tellement délocalisés chez nous qu'il y a une forme d'injustice cruciale par rapport à ces engagements-là. Donc, bref, on a aujourd'hui l'économie circulaire, un enjeu important. N'oubliez pas que la plupart de nos industries, sur le schéma que vous voyez là, sont au milieu, c'est-à-dire sont des entreprises de transformation et de distribution, que beaucoup des entreprises amont ont été délocalisées, c'est la production des matières très impactantes. Or, il ne faut pas oublier que les étapes amont, en règle générale, on le voit bien au travers des analyses de cycle de vie, elles sont responsables en gros de 70 à 80% des impacts, notamment l'impact climat. En fait, quand on regarde un objet comme ce micro, par exemple, 80% des impacts ne sont pas du tout liés à la fabrication du micro, mais à la fabrication des matières qui ont servi à faire ce micro. C'est valable sur tous les équipements qui nous entourent, c'est pas valable pour un avion et pour une voiture, pour la raison évidente que vous voyez, mais c'est valable un peu pour tous ces objets inertes. Donc, c'est extrêmement important, les phases amont. Alors, il est très clair que, évidemment, si on peut éviter des productions de matière, eh ben, on économise ceci. Alors, c'était très clairement mis en évidence dans le dernier rapport de l'Institut de l'économie circulaire, qui est très bien fait là-dessus et qui montre que c'est un levier important pour des pays développés comme les nôtres pour pouvoir s'engager sur des réductions d'empreintes climatiques. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas lâcher. Vous voyez typiquement des ACV globaux, donc avec des règles d'allocation des bénéfices du recyclage très prudentielles, je souligne bien, c'est important parce qu'il y a à boire et à manger dans ce domaine. Ben, on voit bien très clairement quand on recycle sur une chaîne complète de filières, on est sur des facteurs très importants en termes de climat. Et il ne faut pas oublier que l'indicateur climat est un indicateur proxy, en ce sens que quand il diminue, en règle générale, tous les autres diminuent. C'est assez rare de voir les autres augmenter. Il y a très peu de transfert de pollution quand on diminue l'empreinte climat. Donc en gros, c'est une excellente idée de s'être focalisé là-dessus, par exemple sur la filière recyclage, parce qu'on peut prouver, et on prouvera assez facilement qu'en fait, quand on est à faible empreinte carbone, on est aussi à faible empreinte énergie, eau, pollution de l'air, pollution de l'eau, etc. Une politique de ville bas carbone est une politique de ville qui crée moins de problèmes de santé, par exemple, liés à la pollution de l'air. Donc tout s'enchaîne finalement. Tout s'enchaîne, donc c'est finalement un très bon choix. L'enjeu est juste énorme. Hein. Par une bonne politique d'économie circulaire, on peut économiser entre 100 et 300 millions de tonnes de CO2. C'est quand même très intéressant. Alors, le gros souci, c'est quand on est entrepreneur aujourd'hui et qu'on investit dans une petite usine comme ça qui vaut 13 millions d'euros, hein, la moitié d'ailleurs, quand on la met en route, on produit des matières premières secondaires, fichtre heureusement, hein, et quand on calcule les éco-profils de ces matières premières secondaires par rapport aux matières vierges, et ben là on s'aperçoit que c'est des matières vachement sympathiques, quoi. C'est des matières qui, en plus d'être aussi performantes que des matières vierges, aujourd'hui on sait le faire sur le plan technique. Hein, sur le plan technique, on sait produire des matières premières secondaires du niveau des matières premières vierges, on sait produire de l'aluminium recyclé du niveau aéronautique, par exemple, des choses comme ça, dans les matières plastiques aussi. Hein. Mais très clairement, quand on pose cette matière sur la table et qu'on dit, voilà, elle est de bonne qualité, elle est facteur 10 en termes d'impact environnemental, c'est-à-dire 10 fois moins, elle est facteur 10 en termes d'impact emploi, c'est-à-dire quand il faut un emploi pour enfouir 10 000 tonnes, il en faut 10 pour recycler 10 000 tonnes. En général, dans ces unités, on est plutôt à 20. Oui, c'est juste énorme. Bref, on a un tas d'avantages. Donc on va vous dire pourquoi on ne le fait pas. Bah oui, on a un tas de performances en fait sociales, environnementales et sociales qui sont derrière cette matière-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on le met sur le marché, ces vertus-là ne sont pas reconnues par le marché. C'est-à-dire très clairement, un acheteur aujourd'hui auquel vous présentez ces matières va vous dire sympa les matières secondaires, mais c'est combien moins cher. Oui. Et là, en fait, on ne se comprend pas du tout. Hein. Alors, quand on arrive à produire moins cher, ça va, mais aujourd'hui, avec la baisse des matières premières vierges, on n'arrive plus à produire moins cher. Oui. Parce qu'on a des coûts, quelque part, des coûts globaux qui sont beaucoup plus stables,
hein, que les coûts fluctuants par rapport au baril de pétrole. Vous voulez dire que la matière première secondaire, Oui. elle reste à peu près stable? Oui, la matière alors première que la secondaire, matière- en fait, voilà. elle est moins sensible aux variations du cours du pétrole. D'accord, Elle est beaucoup plus résiliente. d'accord. Hein, donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors la matière Sauf- première issue du recyclage, hein, Eh je fais oui. un correctif avec Et ce oui, que matière dit- première secondaire. Oui, enfin, issu du recyclage, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est quand même On est là pour extrêmement parler de important. recyclage, ne l'oublions pas. Alors, pour expliquer un peu ce phénomène, il faut rappeler ceci. Ça, c'est le métabolisme des activités industrielles classiques, hein, tel qu'on l'a vécu et malheureusement dont on continue à le voir. Vous voyez, on est sur un système très linéaire où on puise dans des ressources plutôt réputées infinies et quelque part, on a des exutoires plutôt réputés sympathiques, c'est-à-dire capables d'accepter un peu tout et n'importe quoi sans rechigner. Bon. Ça, c'est le système linéaire classique. Il faut savoir que l'économie, qui est le système d'information de ça, parce que derrière chaque flux de matière et d'énergie, il y a un flux d'information qui va permettre de contracter, aussi bien en B2C qu'en B2B. Contracter, ça veut dire quoi? Quel effort je suis prêt à quelque part réaliser sous forme d'un paiement pour une utilité et un bien-être reçu au travers d'un article ou d'une matière. C'est ça le système d'information économique. Or, il a été basé sur ce modèle. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit c'est pas compliqué, on veut construire ce modèle-là, hein, qui est un modèle de sobriété, un modèle d'économie circulaire. Il faudrait plus qu'on parle d'économie perma-circulaire, comme ça on aurait les deux, hein, on aurait l'ensemble des choses. C'est ça qu'on veut construire, mais on ne veut pas changer le modèle économique. Pour ceux qui comprennent, enfin, perma-circulaire, vous le Parce laissez entendre qu'il y a cette notion quelque part d'optimum et de sobriété avant de penser la boucle, quoi. D'accord. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'aujourd'hui, notre système d'information est corrompu. Notre système d'information économique est corrompu par un certain nombre de biais, hein, et notamment les fameuses externalités. En fait, aujourd'hui, un producteur de matières vierges, quand il produit et qu'il offre 1 tonne de ces matériaux, en général, il a un prix de vente supérieur à son prix de revient, mais quand on analyse son prix de revient, il est incomplet. Il a oublié de payer des factures, particulièrement celles qu'il n'a jamais reçues. Les factures qu'il n'a jamais reçues, c'est ce qu'on appelle les externalités. Alors vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, ça peut être énorme. Par exemple, dans le domaine d'un... Alors je donne volontairement un autre exemple, dans le secteur agricole, 1 tonne d'azote que vous mettez dans un champ, ça vaut 1 000 €. Il y en a la moitié qui passe dans l'eau pour purifier l'eau des nappes phréatiques et extraire une demi-tonne d'azote, puisqu'il y en a une demi-tonne qui passe dans l'eau puis une demi-tonne qui passe dans les plantes, hein, ben ça coûte 100 000 € la tonne. Donc faites un petit calcul, en fait l'externalité d'1 tonne d'azote chimique, 1 000 € la tonne, est de 50 000 € la tonne. C'est un coût public. Hein. Voilà. Ça, c'est des chiffres du CGDD, on ne les sort pas de notre chapeau. Bon. Des externalités comme ça, on en trouve partout sur les processus de production-consommation linéaire. Alors le problème, ben, quelque part, c'est qu'on est face à un phénomène de défaillance des marchés. C'est-à-dire quand un recycleur pose sur la table une matière première recyclée, qui, elle, n'a pas généré autant d'externalités, hein, il a donc diminué des coûts sociaux, des coûts publics, mais on ne lui en est pas redevable. Et quelque part, il est face à une situation de concurrence déloyale des matières premières premières. Et donc, ça pose un énorme problème. Donc, il ne faut pas imaginer, on peut faire toutes les études qu'on veut, on peut faire toutes les communications qu'on veut, on peut faire tous les affichages qu'on veut. Il y a quand même un problème aujourd'hui sur les règles économiques qui fait qu'aujourd'hui, en plus, c'est grave parce que les matières premières recyclées sont parfois beaucoup plus chères. Alors, RDC avait fait une étude là-dessus, pas l'oublier. RDC avait fait une étude dans les années 2011, déjà pour le Commissariat général au développement durable, où ils avaient montré que la réduction d'externalités consécutives au recyclage, par exemple d'1 tonne de plastique, verre, métal, etc., s'accompagnait quelque part, enfin, le montant de la réduction de ces externalités était de l'ordre de plusieurs centaines d'euros. Vous voyez les ordres de grandeur, là. Alors évidemment, il faut lire en détail, parce que ça dépend des matériaux, ça dépend des filières, mais la plupart du temps, hein, bah, celui qui recycle, il devrait toucher un chèque qui tombe du ciel. Vous allez me dire, on va chercher d'où il tombe, mais un chèque qui est de l'ordre de plusieurs centaines d'euros. Finalement, c'est la fameuse aide, quelque part, vous évoquiez aussi. Bah, alors après, il va falloir la construire, parce qu'il faut oui, le chèque, sûr. il faut bien qu'il tombe de quelque part. Oui. Hein, donc, il va falloir trouver un moyen de le construire, ce chèque. Mais en gros, vous dites simplement aux recycleurs aujourd'hui dans cette salle, chaque fois que vous recyclez 1 tonne, vous allez peut-être toucher 300 ou 400 € de contribution à la réduction des externalités. Je pense que ça va faire des heureux. Hein. Alors voilà, bon, après, il faut retrouver... Après, il va falloir construire le modèle de ce fameux chèque. Des heureux de l'autre côté.
Alors, en gros, on le voit bien, l'économie, on doit aujourd'hui penser à des nouvelles règles économiques, c'est très clair. Nous, à la Fondation 2019, on travaille sur les outils qui permettent de modéliser ces externalités. Donc nous, c'est l'outil brut de brut. Hein. Voilà. C'est comme une ACV, mais c'est une ACV des externalités. Voilà. Ça, c'est notre principe, plutôt sur une approche biophysique, avec quelques thèmes un peu chauds, comme les services écosystémiques, par exemple, ou les externalités sociales des filières minérales à l'autre bout du monde, qui est quand même un gros sujet. En application très concrète qui pourrait porter le déploiement de l'économie circulaire, nous, on en voit deux. On en voit une sur les flux de consommation courante, et ce qu'on appelle la TVA circulaire. Le principe de la TVA circulaire, ça serait une TVA réduite sur les articles, c'est-à-dire en B2C, hein, qui, évidemment, présente un niveau d'externalité beaucoup plus faible que la moyenne mise sur le marché. Hein. Le principe très clair, c'est de ne pas faire payer forcément plus cher une offre responsable aux consommateurs. Il en a marre. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des consommateurs qui sont prêts à payer 10% plus cher. Il y a 20 ans, ils étaient les 2/3. Donc, vous voyez, il en a marre, le consommateur. Hein. Même si on commence à voir apparaître certaines offres responsables qui sont proches du prix classique. Oui, mais la plupart du temps, il ne faut pas se leurrer. On a quand même un petit problème de coût de revient. Hein. L'autre avantage d'un système comme ça, c'est qu'évidemment, le producteur, si vous dites à un producteur, ton article ne va pas être à 20% de TVA, mais 10%, lui, il est juste joyeux, il est heureux une deuxième fois. Hein. Mais là, il sait pourquoi, parce qu'en fait, voilà, le chèque qui tombe, il est là, en fait. Hein. Il est comme ça. Par contre, le gros travail que l'on fait, c'est d'apporter la preuve au pouvoir public que la dépense fiscale relative à la baisse de cette TVA est bien compensée par moins de dépenses publiques par ailleurs. Et évidemment, c'est tout le jeu. Il faut vraiment qu'on soit, quelque part, à comptabilité publique nulle. Hein, c'est extrêmement important. Alors, vous prenez ce mécanisme magique, vous l'appliquez... Oui, j'allais dire pourquoi il faudrait qu'on le fasse tout de suite. Là, vous l'appliquez aux investissements et vous arrivez à un schéma comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est sur un investisseur bas carbone ou basse externalité qui doit investir plus pour réduire. Et donc, quelque part, il a un problème pour rembourser son emprunt. Et bien là, dans ce schéma-là, les institutions lui émettent un certificat de réduction d'externalité à chaque tonne non émise. Et ce certificat, il va le monétiser auprès de son intermédiaire financier pour rembourser son surcoût d'investissement. Ce truc de fou, ça ne sort pas de nos têtes, ça sort de la tête de France Stratégie. Quand même, c'est le service du Premier ministre. Donc, c'est quand même pas totalement délirant. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des possibilités de faire des choses sans forcément augmenter la dépense publique. Voilà. Alors là, vous en avez soulevé des questions. On va faire rebondir, évidemment. Ah oui, allez-y, vous pouvez l'applaudir, évidemment. En plus, c'était très clair. Donc c'est parfait. Peut-être le regard quand même du bureau d'études, globalement, vous ne pouvez pas soulever toutes les questions macroéconomiques qu'on vient de dire, mais sur ce qui vient d'être présenté en particulier. On est ravis d'avoir été aussi cités pour notre étude. Comme quoi vous travaillez activement à ces questions-là. On partage la même philosophie et l'intégration des externalités dans le prix de revient des produits est une nécessité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on accompagne particulièrement Federec avec la question du CO2 et de l'énergie, mais il y a toute une autre série d'externalités. C'est un sujet qui est en train de mûrir. On accompagne de plus en plus de partenaires publics, mais aussi privés sur cette évaluation de l'ensemble des externalités, et pas que d'un point de vue justement impact, mais aussi bénéfice. Il y a des industries, en particulier celles du recyclage, mais pas que, qui ont de larges bénéfices de point de vue de ces externalités, parce que par exemple elles préservent un parc naturel, parce que par exemple elles raccourcissent les schémas de distribution et des points de vue comme ça. Même si elles ont de la difficulté justement à la valoriser, c'est ce dont parle. Malheureusement aujourd'hui, on va dire que ces rapports, ces études, ces résultats restent en interne ou ne sont pas suffisants pour prendre les décisions stratégiques au sein des entreprises. Mais on ne désespère pas, on continue nos travaux dans ce sens pour que ces aides à la décision montent d'une étape dans les cercles de décision. Alors Jean-Charles Caudron, votre point de vue aussi sur ce qu'on vient d'entendre. Très bien. Non, on partage bien évidemment, puisque les travaux qui ont été présentés avec le CGDD, on a été déjà présents dedans. Il ne faut pas se leurrer. On ne pourra pas non plus tout le temps dire que ça coûtera toujours moins cher. Alors, c'est le petit bémol que je mets dessus, parce que si vous l'avez bien vu dans l'introduction, on dit bien qu'aujourd'hui, les produits que nous utilisons au quotidien ne payent pas la totalité des coûts qu'ils devraient supporter. Donc, il faut quelque part
que le rééquilibrage existe, c'est-à-dire aujourd'hui de faire bénéficier des impacts favorables toute l'économie du recyclage, mais il faudra peut-être aussi à un moment s'interroger sur la réalité de ce qu'on doit faire porter sur les industries de la matière première et de savoir si effectivement ils doivent être exemptés, sur les exemples qui ont été cités tout à l'heure, de la totalité des externalités. Là, c'est aussi un jeu politique et un jeu d'équilibre. Deux petites remarques sur ce qui vient d'être présenté. Effectivement, le fait de faire bénéficier d'externalités nécessite quand même un très gros travail de démonstration de la preuve de la réalité du bénéfice qui a été fait. Donc il faut s'appuyer sur des études, alors, des études justement, robustes à la fois sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais aussi sur la réalité du recyclage. On est dans un monde ouvert. Aujourd'hui, de dire qu'une tonne de matière qui va arriver de l'étranger, elle est bien recyclée, elle a bien été faite dans les règles, etc., pour pouvoir bénéficier des externalités ou d'une TVA à taux réduit, où je reprends l'exemple de ce micro, il n'y en a plus, ou de cette télé, il n'y en a plus beaucoup qui sont fabriqués en France. Comment, effectivement, on va apporter la certitude qu'elle peut bénéficier de cette TVA à taux réduit parce que elle a effectivement bénéficié de soutien, enfin, d'une certaine incorporation de taux de recyclage. Ça amène, indépendamment des externalités aussi, à avoir une vraie réflexion sur la certification des matières issues du recyclage. Aujourd'hui, il n'existe pas dans le domaine de certification partagée, externalisée peut-être, de la qualité ou de la réalité d'une matière issue du recyclage. Donc, indépendamment de la mesure des externalités, je pense que la filière doit continuer à mûrir et à se professionnaliser en disant qu'effectivement, dans mon schéma de transaction d'externalité tel que ça a été présenté, effectivement, il y a des indicateurs, des calculateurs tels qu'on les évoque ici qui vont permettre de dire j'ai gagné tant d'impact de CO2 ou tant d'impact de consommation d'eau, etc. Mais il faut aussi que derrière, j'apporte à mon utilisateur la certitude de la qualité dans la durée de la matière. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un travail qui peut être fait aussi assez rapidement, de dire que aujourd'hui, on ne va pas dire je t'échange tant de tonnes, voilà, sur des marchés spot. Il faut qu'on travaille sur des marchés long terme, il faut qu'on travaille sur des engagements réciproques de fourniture, de qualité, de délai. Ça fera vivre aussi l'écosystème local, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte aussi de ces marchés spot. Parce que je crois qu'il y a une évolution quand même encore à avoir en matière de qualité. On ne peut pas dire certains produits recyclés ont encore une difficulté à tenir le... Alors, ils n'ont pas forcément la difficulté à tenir la route parce qu'ils ont fait de gros progrès. Il y a des changements culturels à faire aussi, de dire qu'effectivement, soyons honnêtes, et je vais parler à un spécialiste à côté de moi, le grade PET qui était fait il y a 10 ans n'a rien à voir avec celui qui était d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut aussi faire l'acculturation de l'ensemble des acteurs. Là, on parle des recycleurs, mais il faut aussi faire l'acculturation des utilisateurs en leur disant aujourd'hui, peut-être que la matière telle que vous la percevez n'est plus la vraie. Peut-être que les exigences aussi que vous avez pour produire une pièce, elles sont surdimensionnées parce que vous vous basez sur des références de matière vierge et on le voit dans beaucoup de pièces semi-techniques. On peut prendre les pièces plastiques sur lesquelles vous êtes, des chaises sur lesquelles vous êtes assis s'il y a des dosseries ou si elles sont beaucoup métalliques, une portière de voiture. On le voit dans l'automobile, oui, il y a quand même une partie. Aujourd'hui, on va dire, voilà, parce que la matière vierge qui est délivrée par B quelque chose ou A quelque chose permet d'avoir ces propriétés-là. Mon bureau d'études, il va dire, moi, je vais avoir une résistance de tant de tonnes au centimètre carré, chose que la pièce. Voilà, une poignée de voitures qui résiste à 4 tonnes de traction, enfin, il n'y a pas grand monde qui va aller le faire. Alors peut-être de leur apprendre qu'il faut que leurs pièces, les spécifications d'exigence d'entrée, elles peuvent être plus faibles, tout en gardant la fonctionnalité du produit, et puis que la matière recyclée, elle permet de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de matière recyclée qui va permettre de faire une poignée de portière qui résiste à 4 tonnes de traction. Effectivement, je pense qu'il y a un outil fiscal à réfléchir, soit sur les externalités, ça a été évoqué aussi, sur le fait qu'on a beaucoup délocalisé nos impacts et qu'aujourd'hui, peut-être de faire à la fois ne pas pénaliser les pays, comme ça a été dit aujourd'hui, chez qui on a délocalisé en termes de changement climatique, mais aussi peut-être leur faire payer les impacts environnementaux, ou au moins quand on achète un produit qui vient de là-bas, payer la réalité de tout ce qu'on a fait subir.
Sur les schémas, il y a déjà des choses qui sont en place sur les économies d'énergie, telles que ça a été présenté aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie. C'est bien aussi une obligation qui a été mise de dire aux metteurs sur le marché, donc aux gens qui vendent de l'énergie, vous devez faire quelque chose, vous ne pouvez pas continuer à vendre toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au bout d'un moment, il faut que vous fassiez aussi, vous soyez raisonnable et vous devez financer des économies d'énergie. Et derrière, vous avez un certain nombre d'actions qui sont citées et doivent faire la démonstration qu'ils ont atteint cet objectif-là et qu'ils ont généré chez leurs clients cette forme d'externalité, d'économie d'énergie. Sinon, ils ont une pénalité financière. Et là, de la même façon, il y a un marché. Donc aujourd'hui, il y a déjà... Vous voulez vous inspirer un peu de ce modèle-là qui est fait par rapport à ces économies d'énergie? Voilà, il y a déjà des outils qui existent là-dessus. Il y a déjà des réflexions. Il y a un certain nombre d'outils techniques, parce que quand on a commencé à regarder effectivement quel pouvait être le calcul de ces externalités, on a eu beaucoup de mal sur ces premiers travaux dans les années 2010 à essayer de les mesurer, parce que c'était quelque chose qui n'était pas présent, qui n'était pas aussi sensible, où les gens, c'est pas qu'ils ne l'avaient pas la donnée, c'était qu'ils étaient dans un monde où la question ne se posait pas, donc pourquoi aller chercher une information que personne ne me demande et dont je n'ai pas besoin? Donc aujourd'hui, il y a aussi ce travail d'acculturation qui est de se dire il faut aller chercher cette information parce qu'elle va vous servir à quelque chose. Et c'est tout ce travail-là de construction et, je dirais, d'ouverture d'esprit, d'aller regarder ce qui se fait ailleurs. Et quand je parle d'ouverture d'esprit, je parlais des utilisateurs de matière qu'il faut qu'ils s'ouvrent à la matière recyclée. Au schéma Il y a encore de la d'affaires. pédagogie à faire, parce que certains en interne me disent quand on parle de matière recyclée, c'est compliqué. Certains disent t'es sûr que c'est la même qualité, je vais pouvoir... Non, mais ça, c'est encore compliqué. Hein. Il y a beaucoup à faire, mais on progresse et petit à petit. Oui, de toute façon, j'allais vous faire réagir. Donc allez-y. Non, on ne progresse pas. On ne progresse pas. Moi, je veux raconter ce qui est en train de se passer. Je vais dans une excellente entreprise, PME des Deux-Sèvres, qui fabrique les balais pour les balais brosses pour nettoyage des rues, donc dans le secteur de la propreté, qui est un des leaders européens. Bon. Ces brosses sont faites en plastique. Depuis plusieurs années, l'entreprise a investi pour développer l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que au lieu de vendre en permanence des brosses nouvelles à ses clients, elle fournit un service où la collectivité a en permanence un produit qui marche et où tout est récupéré et recyclé. Et elle avait créé une chaîne de production pour pouvoir recycler ses propres fibres et les retransformer en nouvelles brosses. Bon. Je visite l'entreprise l'autre jour. Et ils me disent, madame, on a beaucoup investi, c'est formidable, mais c'est impossible en fait. C'est-à-dire qu'au coût actuel de la matière première issue du pétrole, c'est absolument pas rentable. Et donc à un moment donné, l'entreprise va continuer à rester dans une logique d'économie de fonctionnalité, mais la partie recyclage de sa propre de son propre produit pour le reconditionner en nouveau produit, actuellement, c'est pas rentable, c'est pas compétitif sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà la situation dans laquelle on est. Voilà. Donc, je dis ça pour dire attention, dans les conceptions des institutions publiques sur la complexité, des études, des process, des évaluations, etc. etc. Moi, je veux tirer le signal d'alarme parce qu'on a une industrie à défendre, on a des emplois à défendre, on a des compétences et des savoir-faire dans le domaine à défendre. Les grands groupes, je ne suis pas tellement inquiète. Je veux dire, ils sont solides, ils résisteront à la vague, ils se redéploieront. Mais on a tout un tissu industriel de PME dans ce domaine du recyclage qui est aujourd'hui en grand danger. Alors, on parle de danger. Qui est en grand danger. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que sur les instruments, donc moi j'insiste sur l'instrument normatif parce que c'est le plus simple, c'est le plus rapide, c'est celui qui est le moins compliqué pour l'État. Deuxièmement, la TVA réduite, c'est une très bonne idée. Elle doit pouvoir être mise en place dans des secteurs
sur lesquels on est prêt, je veux dire, on dispose des évaluations, on ne sera pas forcément prêt dans tous les domaines au point de départ. Bon. Ce que je veux dire par rapport au raisonnement qui a été mis en avant sur le fait que un produit qui est vertueux en termes d'empreinte écologique, c'est une réduction de coûts pour la puissance publique, en termes de dépollution, en termes de santé, etc. etc. C'est un raisonnement, malheureusement, aujourd'hui, qu'on a beaucoup de mal à faire admettre au service du ministère de l'économie et des finances. C'est un raisonnement, je vais faire un parallèle avec les questions de santé. Il y a un certain temps, c'était un raisonnement qui n'était pas admis dans les questions de santé publique et qui petit à petit a fait son chemin. Quand au point de départ, il a fallu convaincre que c'était mieux pour la sécurité sociale de financer par exemple le dépistage du cancer du sein et que ça allait permettre de traiter préventivement un certain nombre de situations et qu'au final, ce serait moins cher pour le système de santé que d'avoir plus de gens malades ou plus gravement malades que si la maladie est prise à temps, ça a été pas une évidence au point de départ dans le débat sur les politiques de santé publique. Et puis finalement, ça a été fait. Et on doit réussir à faire comprendre la même chose aujourd'hui sur les enjeux environnementaux, c'est-à-dire que ce qui va être économisé en termes de traitement de l'eau, en termes de qualité de l'air, etc. Là aussi, c'est une question de santé, on rejoint les mêmes oui, enjeux. mais que ça a un bénéfice économique direct pour la puissance publique, que ce soit l'État ou que ce soit les collectivités territoriales. Il faut faire vraiment de la pédagogie auprès de l'État. Non, je pense qu'il faut prendre dans les secteurs où on peut, il faut prendre aujourd'hui des décisions relativement simples, relativement rapides, encore une fois, parce que la musique du système économique, sinon, va aller extrêmement vite par rapport à ce qu'on est en train de constater. Alors Jean-Philippe Carpentier, justement, sur ces leviers dont on parle. Oui, mais moi je pense que on doit aborder un nouveau modèle économique. Et c'est toujours très compliqué d'aborder un nouveau modèle économique, ça prend du temps. On y viendra parce que on voit bien que le mode de consommation évolue, on voit bien que le mode de production évolue. Et ce nouveau modèle économique qui prend en compte les externalités, ça va prendre un peu de temps. Et donc, il faut avoir cette vision d'aller vers ce nouveau modèle économique, tel que l'a décrit Romain tout à l'heure. Et en même temps, il faut prendre des décisions court terme qui permettent d'aller vers ce nouveau chemin, mais qui va prendre du temps et qui risque de faire de la casse au passage. Et moi, je trouve qu'effectivement, si, comme le dit Delphine Batho, il faut prendre des mesures normatives rapides, par exemple d'imposer 30% de matière recyclée dans les bouteilles. Moi, je citais un exemple concret. La semaine dernière, mon entreprise, je fais du PET, le plus gros minéralier, donc le plus gros metteur en bouteilles de France, que je livre, me dit, ben voilà, le grade PET vierge, il est à 852 € la tonne aujourd'hui. Le PET recyclé, il est à 1050 € la tonne. Je mets tout le monde en chômage technique, je remets tout en vierge et j'attends de meilleurs jours de reprendre la matière recyclée. Ça, c'est du concret. Et on ne peut pas lui en vouloir. C'est pas, voilà, lui, il regarde son modèle économique qui est l'ancien modèle économique et il dit je perds 200 000 € tous les mois à cause de la matière recyclée. Et ben demain, je vais économiser 200 000 €. Vous parlez d'une urgence. Il y a une urgence en même temps de la difficulté de mettre en place un autre modèle économique. Donc il faudrait accélérer en même temps le mouvement. Oui, c'est nécessaire, économiquement parlant. Il faut à la fois cette vision vers ce nouveau modèle économique qu'il faut partager. Et je trouve que ce que fait Romain avec sa fondation, ce qu'on va faire demain avec le mouvement des entrepreneurs pour une nouvelle économie, ce qui est fait dans d'autres cercles, c'est très intéressant. Mais ce qu'il faut, c'est que partager cette vision, mais en même temps prendre des mesures concrètes, immédiates, qui permettent de basculer vers cette nouvelle économie. Mais quand on bascule vers une nouvelle économie, il y a toujours un peu de casse. Il faut éviter cette casse. Il faut éviter qu'on se réveille demain sans industrie du recyclage sur nos territoires. Voilà, donc il faut des mesures concrètes, rapides. Le prix du carbone en France, c'est de 6 € la tonne. Le prix du carbone en Suède, c'est 150 € la tonne. Voilà. Ça, c'est une mesure rapide et immédiate qui permet de favoriser le low carbone par rapport aux émissions carbone. Donc il y a des mesures rapides qu'on peut prendre, soit normatives, soit de modifier certains niveaux de taxation, et en même temps avoir cette réflexion effectivement qui sera forcément, je partage, un peu plus longue parce que compliquée, parce que faut mesurer, etc. Mais il faut y aller.
il faut y aller, mais il faut l'accompagner. Donc il y a 2 niveaux d'intervention en fait. Il y a 2 niveaux. Et aussi, vous faites partie, comme on disait, d'une filière plus globale. Donc aussi, fédérer tous les acteurs dans cette démarche-là. On sait bien que tous ces enjeux d'économie circulaire, ce n'est pas un seul qui va entraîner le mouvement. Mais complètement. L'économie circulaire, c'est pas seulement le recyclage, loin de là, c'est aussi de la prévention, etc. Mais c'est un certain nombre d'acteurs, comme les collectivités, comme les consommateurs, comme les pouvoirs publics, comme les metteurs sur le marché. Et c'est vraiment une vision d'ensemble qu'il faut avoir. C'est pas dire on va défendre le point de vue du recyclage, on va défendre le point de vue des metteurs sur le marché qui, à mon disent non, il ne faut pas taxer le carbone parce que vous comprenez. Les hauts fourneaux, comment on va faire si on a du charbon qui est importé, qui est plus fortement taxé, on ne s'en sortira pas et c'est X milliers d'emplois. C'est vraiment une vision qu'il faut partager et moi je vois que le politique pour porter ça, c'est-à-dire que c'est le politique qui doit nous aider à nous mettre autour de la table et à régler tout ça. Enfin, j'ose espérer que c'est le rôle principal du politique que d'avoir cette vision et de porter cette vision et de nous aider à la mettre en place. Romain Ferrari, je voyais prêt à réagir parce qu'on est en train de parler de changement de modèle économique et d'accélérer le mouvement. En fait, on a beaucoup parlé aussi des thèmes la preuve et la durée. Hein, c'est quelque chose qui nous traumatise habituellement. Je crois malheureusement qu'il faut qu'on change un peu de paradigme sur ces notions-là. Quand on est sur des facteurs 10, on n'a pas besoin d'une précision à 10%. Une précision à 30%, ça suffit pour prendre une mesure quelque part à minima. Hein. Donc la preuve, c'est quelque chose, bon, il la faut, mais sa dimension a changé. Le temps, il faut faire attention, voir à long terme, pourquoi le baril aujourd'hui est à 50 ou 60 $, parce qu'en fait, il oscille autour des 100 $. Hein. Les analyses aussi bien économiques que thermodynamiques montrent que le pétrole étant en phase critique, en fait, il va osciller autour d'un point critique très rapidement, c'est-à-dire qu'il va passer très rapidement du 50 à 150. Donc on va vers une économie où vous aurez des années à 50 et des années à 150 ou 200. Il faut s'y préparer. C'est-à-dire que tous nos systèmes, avec de telles variations, s'ils s'effondrent ou ils éclatent ou ils explosent entre 2 passages, ça ne marchera pas. Donc la gestion du temps aussi est très différente. Moi j'attire l'attention là-dessus parce qu'on reste encore sur des modèles avec des données macroéconomiques stables et on ne va pas du tout vers cette stabilité-là. Hein. Donner un prix au carbone, oui, mais attention à quel usage. Hein. Pour moi, le prix n'est pas suffisant, c'est l'usage qu'on en fait. Parce que si on donne un prix au carbone pour lancer des grandes opérations de compensation carbone, ça ne marche pas. On doit faire de l'in-setting ou de l'over-setting, mais pas de l'off-setting. Hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est quand même des notions, il va falloir faire très attention. Et plus cher, moins cher, évidemment, c'est l'arbitrage politique. Je pense que les agents économiques ou les bureaux d'études ou les centres de recherche comme nous n'ont pas à prendre cette décision-là. C'est une décision politique. On doit vous laisser les curseurs pour le faire. Je vais faire réagir Delphine Bateau, mais juste avant, peut-être pour faire un peu une question poil à gratter, on a un petit peu l'impression que l'économie circulaire, ça semble la clé à tous nos maux. On peut tout faire en France, on pourrait tout recycler, tout vivre dans ce système-là. Alors là, je pose une question qui perturbe. Non, mais c'est évident que le recyclage 100%, enfin on peut recycler toutes les matières, mais certains usages ne permettent pas d'intégrer 100% de matière recyclée. C'est ça la question. Si je prends une bouteille d'eau, en fait, le plastique est un peu comme la fibre de carton ou de papier. Plus on va la recycler, plus elle va se fractionner, plus elle va se raccourcir, et donc les propriétés mécaniques vont diminuer. Donc, on sait qu'en laboratoire, on est plutôt à 50% de matière recyclée, 50% de matière vierge sur une bouteille d'eau. Et dans la pratique, on est plutôt à 30-35%. Et on aura du mal à aller au-delà des 50%. Si on prend l'industrie automobile, on sait que certains aciers doivent être faits à partir de minerais de fer parce qu'on a besoin de résistance mécanique très spécifique que n'apporte pas la ferraille. Mais déjà, si on inclut une partie grandissante de matériaux recyclés, c'est là que se trouve la solution. Bien sûr. Oui, Jean-Charles Caudron. Oui, on peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. Hein. Voilà, il y a des quantités qui sont des matières qui sont tellement petites quantités. Vous prenez par exemple les métaux précieux. Il y a 3 installations dans le monde qui vont être capables de les traiter. Et ça ne sert à rien que chaque territoire veuille avoir son installation de recyclage de lithium ou de carte électronique. Il faut avoir conscience un peu des enjeux. Par contre, sur d'autres matériaux. Juste, je pense qu'on ne s'est pas compris sur l'histoire du long terme. Nous, ce qu'on défend, c'est que justement aujourd'hui,
on soit dans une relation de confiance dans les entreprises, y compris sur le long terme. Et quand je dis du long terme, c'est entre le fournisseur de matière et l'utilisateur de matière. On sait qu'on est dans un monde chahuté. On sait que le cours des matières, il va varier à la hausse, à la baisse. Et plutôt que de faire à la fois le fournisseur et l'utilisateur se faire tanguer au gré des vagues et des variations, on dit, bah, écoutez, peut-être que si vous arrimez à deux, vous tiendrez mieux la tempête. Alors peut-être qu'à un moment, quand le cours il sera très bas, c'est le vendeur qui sera un tout petit peu perdant vis-à-vis de l'utilisateur parce qu'il aurait pu vendre plus cher ailleurs. Et puis quand le cours il sera beaucoup plus élevé, voilà, c'est dans le sens inverse. Et nous, on pense qu'effectivement, d'avoir des relations qui se relient entre des tissus d'entreprises et où effectivement, ou avec des collectivités, parce qu'effectivement sur des territoires, il ne faut pas perdre de vue aussi que l'acheteur public, il a aussi sa part de responsabilité dans les achats, dans les conditions d'achat, et que ce n'est pas forcément le moins-disant qui doit l'emporter, mais que ça peut être le territoire, que ça peut être celui qui fait des efforts en intégrant un certain nombre de facteurs environnementaux et d'accepter qu'effectivement la collectivité soit aussi dans du long terme. Voilà. Donc quand je parle de long terme, c'est dire attention, ce n'est pas des choses qu'on ne pourra faire que dans longtemps parce que c'est compliqué. Il y a des choses avec des mécanismes d'amortisseurs. Quand on le dit, quand le cours du pétrole il fluctue, on sait qu'il va fluctuer dans cette zone-là et on accepte qu'on va travailler dans cette zone-là avec des tampons amortisseurs des deux côtés. C'est des choses que les mécanismes économiques assurantiels savent faire très bien. Il faut juste que des fois aussi les entreprises arrivent à se reparler pour éviter qu'il arrive comme là du jour au lendemain où on dit on arrête tout. Delphine Bateau, vous vouliez réagir à quelque chose qu'avait dit Oui, mais alors je reviens en arrière. On rembobine. Hein, je voulais réagir à ce que disait Romain Ferraille sur la question du coût des matières premières, que ce soit le pétrole ou les autres matières premières dans l'économie mondiale. Moi, je suis quand même très frappée par l'indigence de la réflexion des grands économistes sur les conséquences macroéconomiques du coût des matières premières. C'est en dehors des radars. Bon. Alors que la croissance du PIB a toujours été indexée sur la consommation d'énergie et sur la consommation de matières premières jusqu'ici, c'est en dehors des radars. Donc on nous a par exemple de cette façon présenté la crise de 2008 comme une crise financière. C'est vrai qu'il y avait une dimension de crise financière, mais derrière, vous aviez le renchérissement des matières premières depuis le début des années 2000, dans des proportions très importantes, et ses conséquences sur l'économie mondiale. Et de la même façon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à contrario, est un petit peu en dehors qui pourrait être résumé, moi je ne suis pas économiste, mais comme une sorte de crise de surproduction au regard du ralentissement de l'économie mondiale, est en dehors des radars. Et à part Gaël Giraud, qui est un très grand économiste français, il y a quand même une relative indigence de la réflexion de politique économique sur ces enjeux-là. Ça, c'est la première remarque. La raréfaction des ressources n'était pas prise en compte. Est en dehors des radars. La deuxième question, c'était sur est-ce qu'on y arrivera partout, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche globale, qui n'est pas seulement une approche au travers de la question du recyclage, mais aussi de l'éco-conception. C'est-à-dire d'aller vers une conception des produits qui intègre d'ores et déjà la possibilité, dans la suite de la vie du produit, de pouvoir le décomposer, le réutiliser, le réemployer, le réparer, le recycler. Voilà. Et si on n'a pas cette vision systémique globale, effectivement, on est boiteux par rapport à la perspective d'un nouveau modèle où, à terme, l'objectif est d'être bien dans une boucle fermée et de pouvoir tout réutiliser, recycler ou revaloriser. Alexis Gérard, vous devez peut-être apporter un complément à ce qu'on vient de dire. Oui. Pour rebondir sur ces points, je suis tout à fait d'accord d'avoir une approche globale et qui s'intègre de manière systémique dans des cas concrets. Et je pense que les outils des responsabilités élargies du producteur vont dans ce sens. Avec, on pense à l'éco-emballage, l'éco-modulation du barème qui est vraiment indexé sur la capacité à recycler l'emballage qu'on va mettre sur le marché. L'ensemble des REP suivent ce dynamisme
en essayant justement d'internaliser ces externalités qui sont liées au recyclage dès la conception des produits. Donc ça prend du temps, mais je crois qu'il y a des succès dans ce sens-là. Il y a des travaux de recherche qui sont nécessaires. Je pense notamment à un appel à projet que l'ADEME vient de lancer sur comment intégrer dès la production une meilleure gestion, une minimisation des impacts uniquement liés à la fin de vie. Donc on va essayer d'aider, et l'ADEME va soutenir les entreprises, les initiatives de recherche pour uniquement focaliser sur la minimisation des impacts de la fin de vie par le recyclage ou autre solution de prévention dès la conception des produits. Alors, cette question, oui, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, puisqu'on parle de l'ADEME. Oui, moi j'aime bien parce que j'ai pas besoin de faire ma pub. Donc oui, c'est un appel à projet qu'on appelait Perfecto qui vient d'être lancé. Donc on invite les candidats. Je rebondis effectivement là-dessus. C'est très très important d'avoir cette réflexion aussi de modèle économique, de dire est-ce que je ne veux pas allonger la durée de vie, est-ce que je ne peux pas réparer, est-ce que je ne peux pas avoir un autre modèle d'affaires sur certains usages aussi, sur effectivement l'économie de la fonctionnalité, en disant j'aurai un service plutôt que de vendre un bien. Quand je disais qu'on progresse tout à l'heure, c'est de dire, c'est des choses qui maintenant, petit à petit, on parlait des filières REP, dans toutes les filières REP, ils ont l'obligation de mettre une écomodulation de leurs produits. Dans toutes les filières, ils sont obligés de prévoir une quantité de produits qui est destinée au réemploi avec des objectifs justement de réparation, de réutilisation. On est en train de travailler effectivement sur remettre au goût du jour la réparation, parce qu'aujourd'hui, on était tellement parti en se disant j'ai envie de jeter, j'ai envie de nouveauté, je ne cherche même pas quand mon appareil... Déjà, je ne me pose même pas la question s'il fonctionne encore. Je m'en débarrasse, j'en rachète un nouveau, de réparer. C'est-à-dire que c'était compliqué de le réparer. Heureusement que maintenant on le répare soi-même. Il y a de nouveaux ateliers qui se font. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. En tout cas, on disait que c'est compliqué et plus cher, de toute façon. Alors, c'est pas plus... Alors, effectivement, parce qu'on était aussi, on nous a rabattu les idées en disant que de toute façon, c'était moins compliqué, que je pouvais acheter un nouveau produit, plus beau, plus moderne. Aujourd'hui, il y a l'obligation, pour vous donner dans le côté législatif, il y a l'obligation maintenant de dire si la pièce détachée, quand vous achetez un produit, de savoir si la pièce détachée est disponible et pendant combien de temps elle sera disponible. Donc, c'est aussi vous, quand vous faites l'acte d'achat en disant j'achète un lave-linge, est-ce qu'on va me proposer les pièces détachées et pendant combien de temps? Parce que si on me dit c'est bien, il est garanti 2 ans, puis la pièce détachée est disponible que 2 ans, voilà. Donc il y a des choses qui petit à petit évoluent. Il va falloir travailler effectivement, vous l'avez dit, sur l'affichage. Alors on travaille sur un certain nombre d'affichages. Là, je profite de faire passer le message. On cherche des entreprises qui veulent nous aider à faire de l'affichage sur la durée d'usage des produits. Parce qu'effectivement, on se dit aussi, il faut informer le consommateur. Quand j'achète un produit, voilà, si j'achète aujourd'hui, le seul exemple, c'est l'éclairage. Aujourd'hui, vous avez une gamme de produits, de sources d'éclairage qui existent, entre l'incandescence, la fluocompacte, la LED, et c'est le seul produit où on vous dit, voilà, ce produit, vous l'achetez X euros, mais il va vous durer tant d'heures. Celui-là, vous allez l'acheter peut-être 2 fois plus cher, mais on vous dit qu'il va durer 5 fois plus longtemps. Faites votre choix en tant qu'utilisateur en disant lequel j'achète. Est-ce que je préfère racheter régulièrement et au final, sur la durée, ça va me coûter plus cher ou pas? C'est le seul produit. Et donc, on souhaite, et on fait des appels répétés, de dire des gens travaillent avec nous pour dire effectivement, j'achète ce lave-linge. Avec ce lave-linge-là, je vais le payer 100 euros, il va me faire 1000 lavages. Celui-là, je vais l'acheter 300 euros, il va me faire 10 000 lavages. En tant qu'utilisateur, là, je sais où est-ce que je mets mon argent. Mais, et je reviens un peu à ce que je disais au début, on est vraiment dans ce besoin de travailler avec l'ensemble des acteurs économiques parce qu'effectivement, le politique peut faire quelque chose, les supports techniques comme les LADEM peuvent le faire aussi, mais c'est un ensemble des acteurs qui doivent progresser aussi ensemble. Alors, ces échanges ont dû soulever des questions. Je vais passer la parole à la salle dans un instant. S'il y en a l'un d'entre vous qui veut ajouter quelque chose, si je comprends bien, la gestion des matières premières issues du recyclage, c'est un vrai levier de lutte contre le changement climatique. Et on va répondre oui à la question qui est derrière nous, mais évidemment, il va falloir changer de modèle et accélérer, notamment en matière économique. Quelqu'un va ajouter quelque chose avant qu'éventuellement on passe la parole? Allez-y, oui, Jean-Pierre Carpentier. Oui, mais il n'est pas reconnu. Oui. C'est ça le problème. Alors, y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Alors, je pense que quelqu'un va vous passer un micro pour que ce soit plus simple, pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, il y a le monsieur chargé du micro qui arrive. Je le vois. On va vous en passer un. Bonjour, Catherine Moncel du magazine Recyclage Récupération.
J'ai deux petites questions. La première concerne les appareils électroménagers. Je suis assez surprise qu'à ce jour, malgré la présence d'éco-organismes, il n'y ait pas encore de réelle incitation à intégrer du plastique recyclé dans les appareils, alors qu'on parle d'éco-modulation, etc. Et l'autre question, c'est on parlait d'outils rapides, simples. Est-ce que là, le rôle des pouvoirs publics et de la commande publique ne pourrait pas faire accélérer les choses en imposant dans ces marchés l'utilisation de matières recyclées? Merci. Alors, le plastique recyclé dans les appareils ménagers, pour commencer. Alors, si vous me permettez, non, je vais faire dans le sens inverse. D'accord, je vous en prie. Il y a déjà un grand progrès dans la LTECV qui est partie cette année, qui est déjà de dire que la matière recyclée ne peut plus être discriminée. Et malheureusement, il y avait encore des cas de figure ou des marchés où on interdisait la matière recyclée. Donc maintenant, on ne peut plus interdire de façon discriminante. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas suffisant, mais quand je dis qu'on progresse, qu'il faut le faire pas à pas, il faut aussi, quand on fait changer les mentalités. Il y a, je dirais que pour répondre là, sur le plastique dans les appareils électriques et électroniques, pour moi, c'est pas la simple bonne réponse. C'est pas une incitation. On ne doit pas le faire secteur par secteur. Pourquoi les appareils électriques? Parce que vous pouvez avoir plein de réponses. Non, c'est un changement. C'est un changement de modèle de raisonnement avec les entreprises utilisatrices. Aujourd'hui, vous prenez une bouteille en verre, personne ne se pose la question de savoir si elle contient du recyclé ou pas. En fait, finalement, il n'y a que sur le plastique où on s'en pose. Ma feuille de papier là, on peut tous discuter, elle est plus ou moins blanche. Personne ne se pose la question de savoir quel est le taux de papier recyclé. C'est un usage. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dire, voilà, de quoi on a besoin pour quel usage. Et je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus dans ce sens-là, et tous les travaux, et on est en train de lancer aussi un appel à projet dans ce sens-là, c'est de dire finalement, on va plus travailler avec l'aval, avec les utilisateurs de matière, à dire avec eux aujourd'hui, pour faire tel ou tel produit, vous avez besoin de quoi? Je vais vous convaincre que vous pouvez le faire avec de la matière recyclée, sans que ça change quoi que ce soit, et pour vous. Alors peut-être un peu de process, et c'est là-dessus où on va les accompagner, peut-être sur la qualification pour que vis-à-vis de ces acheteurs, ces clients, on voit par exemple l'aéronautique, vous ne pouvez pas passer une pièce en aéronautique sans que vous ayez une multitude de tests et de certifications à obtenir. Ça a des coûts, donc peut-être qu'il faut accompagner sur ces coûts-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête ce raisonnement de dire il y a une plus-value, en tout cas vis-à-vis du grand public, parce qu'il y a du recyclé. Voilà, il y a une pièce qui doit avoir un usage. On doit convaincre le fabricant que cet usage il peut être fait de façon indifférenciée en vierge et en recyclé, et tant qu'à faire, de le faire en recyclé parce qu'il y a plein d'avantages. Et puis derrière, si on peut mettre une bonification avec une TVA réduite, avec une valorisation du carbone au travers des externalités, on doit y aller. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de sortir, de dire c'est juste une incitation comme ça, parce que les cultures, parce qu'il y a un certain nombre de choses, ils vont vous dire ça ne va pas marcher comme ça. Vous voulez réagir, Delphine Bateau? Non? Commande publique, on en parle souvent. Non? Oui. Juste en Italie, par exemple, il y a une incitation fiscale sur les constructions, sur les bâtiments, pour inclure X% de matière recyclée dans la construction. Donc en fait, on n'est pas sectoriel là. Enfin, on n'est pas sur un équipement. Le gros avantage là, c'est qu'on est plutôt global. Après, l'architecte, le concepteur, il va choisir, il fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il dépasse un certain seuil, à ce moment-là, il y a une incitation fiscale. Je pense que c'est plutôt sur ces mesures-là qu'on pourrait réfléchir. C'est pas ma spécialité, le secteur du BTP, mais il me semble que la loi vient d'introduire aussi l'obligation en France d'utiliser une certaine quantité. Oui. Non, je crois pas encore. Non, je crois qu'il va y avoir des précisions devant. Non, pas. C'est pas le cas. Oui, donc, bonjour, Alexandre Robert, le relais Métis. Donc, je suis fabricant d'un isolant en coton recyclé. Donc, il y a eu des textes de loi qui ont été, il y a des textes de loi qui sont parus pour dire que c'est bien de les utiliser, mais sans aucune obligation derrière. Pour l'instant, ça dit juste que c'est bien. C'est assez typiquement français de dire c'est pas mal, on incite, mais bon. Ce qui peut être parfois contre-productif, parce qu'on dit voilà, maintenant qu'on dit que c'est bien, c'est bon, on met ça à la trappe et on oublie de les transformer en décret. Donc maintenant, l'urgence, c'est plutôt de transformer ces textes de loi en décret, en action concrète. Je revenais notamment aussi sur vous parlez qu'il était important de certifier les matières recyclées, dire que mettre un tampon quand on dit que c'est recyclé, c'est vraiment recyclé. Alors à la fois je dis oui, c'est important
parce que voilà, étant producteur d'un matériau recyclé, j'en ai assez de voir des produits concurrents mettre du greenwashing partout, recyclé en gros, en verre, etc. Alors qu'ils ont 10 à 15% de matériaux recyclés dans le matériau. Donc ça, oui, c'est important. Par contre aussi, je prends ma casquette petite PME de 18 personnes. Attention aux certifications, parce que souvent, on fait une usine à gaz, où nous, c'est quasiment un temps complet qu'on doit avoir sur ces questions-là. C'est des certifications qui coûtent souvent très cher. Alors peut-être que pour des grands groupes, 30 ou 50 000 euros par an, ça ne veut rien dire, mais pour nous, ce sont des vrais investissements. Et au final, vous allez avoir ces grands groupes qui vont déjà faire un lobbying énorme pour dire qu'on peut dire qu'on est recyclé à partir de 15% de recyclé et qui vont pouvoir mettre leur label très vite. Et nous, on n'aura pas notre label alors qu'on mettra 85% de recyclé dans nos matériaux. Et ça, à la fin de l'histoire des certificats, je veux dire, notamment dans le bâtiment, on a déjà tout pléthore de certifications qui coûtent très cher. Venir rajouter des couches de certification, ça peut être compliqué. Donc parfois, des interdictions, ça ne coûte rien aux entreprises. Ça en enlève un bon paquet qui font du greenwashing pour rien. Et ça ne pénalise pas les PME. Donc oui aux certifications, mais pensez aux petites entreprises qui font réellement des bonnes choses et qui n'ont pas les budgets des grosses. Voilà, c'est tout. Delphine Bateau, vous vouliez réagir? Non, mais il y a un gros problème sur les certifications. Moi, j'ai vu, par exemple, dans le secteur des matériaux de construction ou d'isolation biosourcés, comment le système est complètement verrouillé et comment ça empêche l'émergence de filières agricoles et de filières de transformation. Je prends l'exemple du chanvre, parce que vous ne pouvez pas obtenir, il faut mettre des millions d'euros sur la table pour pouvoir obtenir le label qui va bien, etc., etc. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui sur le fonctionnement de tous ces processus de certification qui effectivement ne sont pas accessibles à des acteurs économiques de taille modeste. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur le secteur des travaux publics, on a besoin rapidement d'une obligation d'utilisation de matériaux recyclés qui, pour l'instant, n'existe pas. Donc, il y a une obligation de traitement des déchets, de valorisation des déchets, mais il n'y a pas d'obligation de réemploi. Et donc, on a regardé qu'un aspect des problèmes. Et là aussi, je connais un certain nombre de petites entreprises qui se développent sur cette activité, qui auraient besoin aussi, ce qui me permet de traiter de la question de la commande publique, qui aurait besoin aussi que, par exemple, toutes les collectivités, systématiquement, pour tous les travaux de voirie, les travaux de bâtiment, mettent dans leur cahier des charges, effectivement, cette obligation d'avoir une partie des matières premières issues du recyclage. Jean-Charles Caudron. Deux compléments, effectivement, pour répondre à votre première interrogation. Désormais, pour pouvoir faire de l'affichage environnemental, il faudra en apporter la preuve. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui disent « je suis bon », il faut que derrière, ils apportent la preuve, sinon ils n'ont plus le droit de faire un affichage comme celui-là. Donc ça, c'est déjà une grande avancée où est interdit désormais de l'affichage juste autodéclaratif. Voilà. Sur les certificats, moi, je ne suis pas partisan, effectivement, on a tous connu ça, de la certification. Ce que je disais juste, c'est qu'aujourd'hui, dans la relation de confiance qui existe entre un utilisateur de matière et son fournisseur, il manque encore ce petit contrat de dire que je m'engage sur une certaine qualité dans la durée. Donc, ce n'est pas forcément développer des certifications qui coûtent très très cher, mais c'est bien de dire, aujourd'hui, on sait qu'on a des variations, il ne faut pas se mentir, on a des variations de qualité dans la matière recyclée qui sont beaucoup plus importantes et qui n'existent pas sur la matière vierge. Aujourd'hui, un utilisateur va dire, moi, il faut que j'arrive à me prémunir contre cette variation de qualité. Donc, engage-toi à dire que ta qualité, elle évoluera juste dans cette fourchette-là. Donc, ce n'est pas forcément des certificats très lourds, mais c'est ça qu'on veut développer aujourd'hui dans le relationnel. Vous voulez dire quelque chose? Oui, juste pour ajouter, je partage votre avis, hein, notamment les avis CSTB, etc., sont toujours très attendus, très compliqués à avoir parce qu'on connaît les lobbies derrière de la laine de verre, etc. Bon, on sait très bien ce qui s'y passe, et donc c'est très compliqué à avoir. Et je partage aussi votre avis de dire toute la réglementation qu'on nous met sur le dos, elle est pénalisante pour les PME et les petites entreprises, parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens, on n'a pas le juridique, on n'a pas le staff administratif qui permet de faire face à tout ça. Et c'est à chaque fois qu'on nous met de la réglementation, ça favorise plutôt les gros
que les PME. Et donc, il faut faire très attention dans les réglementations. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir un peu plus de simplification dans la réglementation, parce qu'à chaque fois qu'on met des couches de réglementation, c'est plutôt les gros qui s'en servent et qui utilisent bien ça, parce qu'ils ont les staffs qui leur permettent tout de suite d'analyser, de comprendre où on peut aller rapidement. Et alors nous, on dit toujours les PME, c'est réactif, ça bouge vite, etc. Sauf sur ces aspects-là, parce qu'on n'a pas toujours les compétences en interne. Donc je rejoins votre remarque. On va prendre la question de monsieur. Oui, une question. Là, on est en France. Est-ce qu'on a une idée finalement du degré effectivement de maturation de la réflexion ou de la pénétration effectivement de ce sujet dans d'autres pays que la France, pour savoir effectivement si nous, on est à un stade epsilon, ou est-ce qu'on est déjà très avancé, ou est-ce que d'autres sont nettement meilleurs que nous? Sur les politiques publiques d'économie circulaire? Alors, moi, je ne parlerai pas des statistiques parce que je les ai pas forcément en tête par cœur, mais en termes d'impulsion politique et de volontarisme politique, un certain nombre de pays sont assez, voire très, très engagés. Bon, l'exemple, bien sûr, c'est celui des Pays-Bas, où le taux de mise en décharge n'a rien à voir avec celui de la France. C'est aussi le Japon qui s'est engagé assez tôt sur des démarches de point de départ des 3 R et puis ensuite Zero Waste. La Chine qui a une loi, un plan quinquennal sur l'économie circulaire avec je ne sais plus combien de secteurs qui sont visés, 80 indicateurs, des dispositifs d'évaluation précis et puis voilà une logique de planification par secteur de production industrielle. L'Allemagne s'est dotée d'une loi cadre sur l'économie circulaire dès 2012, avec ce qui est intéressant, une approche qui a été une approche qui fait suite à ce que je disais sur le renchérissement du coût des matières premières depuis le début des années 2000, donc avant le contexte actuel, et qui est une approche par le problème de la dépendance de l'économie allemande à l'importation de matières premières et comment on peut rendre l'économie allemande plus résiliente en utilisant des matières premières dont on dispose, c'est-à-dire celles des ressources qu'il ne faut plus appeler des déchets. Et donc en fait, c'est par cette porte d'entrée-là que les Allemands sont entrés dans la perspective d'une législation spécifique à l'économie circulaire et non pas par une approche environnementale au point de départ, mais vraiment par une approche économique et industrielle, ce qui est assez intéressant. Voilà les quelques exemples que je voulais citer. Les Pays-Bas sont assez engagés dans ce qu'on appelle aussi le cradle to cradle, c'est-à-dire la conception de l'économie circulaire du berceau au berceau, les logiques d'éco-conception, pour prendre quelques exemples. Il y a peut-être encore une question, parce que les débats une réponse. Ouais, il y a une étude du CGD qui a été publiée l'année dernière et qui fait le tour d'horizon, le tour du monde, justement de ces politiques-là. Vous pouvez la télécharger sur le site du CGDD. Et juste pour préciser, la loi d'économie circulaire de la Chine, elle date de 2008. Elle tient sur 23 feuilles. Ça fait rêver quand même. Alors, peut-être encore une question, parce que c'est vrai que les débats sont passionnants, mais on doit céder la place aussi pour les autres tables rondes, non visiblement. Pour tout le monde, c'est très clair. Donc on suivra dans quelques mois l'étude et le résultat de cette étude de RDC Environnement. Merci à tous les intervenants pour ce débat sur la gestion des matières premières et le recyclage. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Très bon salon.